Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, un but, qu'elle poursuit un but. Nous travaillons sans le savoir. L'ensemble humain, chaque être humain travaille à construire pour nos futurs descendants le paradis terrestre. Ce qu'on peut imaginer comme étant le paradis, c'est pas le paradis lié aux religions, c'est ce qu'on peut penser comme étant le paradis. Cette planète, quand on s'y promène, on sait que ça peut être le paradis, qu'elle a tout le potentiel pour être un paradis. Malheureusement, on en fait bien souvent un enfer, mais c'est l'homme qui en fait un enfer. La réalité, c'est qu'elle représente un paradis terrestre. C'est le paradis terrestre. Et on atteindra la construction de ce paradis terrestre. Et c'est l'ensemble humain qui atteindra cet état de grâce, en somme. Il faudra quelques siècles, 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. Elle a fait la plus grande partie du chemin. Voilà. Et donc, ce paradis terrestre, c'est un paradis où l'humanité est unifiée, où l'humanité fonctionne de façon unifiée, de façon fraternelle, de façon bienveillante, en ayant fait passer l'appartenance à l'humanité avant toutes les autres appartenances, voilà, qui sont reléguées au rang de folkloriques. Voilà, l'intérêt, c'est d'appartenir à l'humanité. C'est la conscience qui est en train d'émerger doucement. Les choses émergent lentement pour un homme. On peut prendre des consciences en 10 ans, en quelques années, en une décennie, on a changé d'état d'esprit. Pour l'humanité, dans son ensemble, c'est un travail différent qui prend un autre temps. L'humanité a un temps d'évolution qui est différent du temps d'évolution d'un individu. Voilà, alors ça c'est la base de la théorie. Pour démontrer cette théorie, je m'appuie là en ce moment sur sur des podcasts produits par les Chemins de la Philosophie en 2022 et qui étaient consacrés à Platon et à la République. Et là, j'ai entamé l'épisode 7 sur 8. Il reste plus qu'un épisode et qui était l'intervenant, c'est Alain Badiou. Et donc je lance la vidéo, je découvre en même temps et puis je commente en fonction pour préciser ma théorie, parce que l'intérêt, c'est je suis pas un philosophe de métier, on va dire, un universitaire, je connais pas bien je suis pas un professeur de philosophie ou quoi que ce soit. Donc la seule chose que je peux faire, c'est m'appuyer sur ces cadors, on va dire, parce que c'est vraiment géniaux, ces profs, ces philosophes qui interviennent sur France Culture la plupart du temps, mais les scientifiques, les poètes, tous ceux qui passent sur France Culture. Et c'est incroyable leur façon d'exprimer les choses, de nous apprendre des choses, leur pédagogie, etc. C'est grandiose. Je n'en ai pas les moyens, mais par contre, en même temps, on s'enrichit. Pardon. Alors on y va. Je lance, je découvre, je extrêmement commande. dur. Ouais. Non, mais ça, il n'y a pas à le cacher. Le communisme platonicien est un communisme dur. Je parle du communisme selon Platon dans La République. Imagine quelque chose qui s'apparente vraiment au communisme, la mise en commun de tout, quoi, en somme. Le fait que les hommes politiques, les gouvernants de la société n'aient pas de salaire, mais qu'ils soient nourris et blanchis, enfin, voilà, mais que leur vocation première, elle soit uniquement de servir le bien commun, de participer au bien commun. Voilà. Alors, je crois qu'il serait tout de même... On va arrêter là. Alors on reprend. Tout de même très fallacieux de le qualifier de totalitaire.
qu'il soit dur, qu'il soit au fond une sorte d'imposition de l'idée à la masse des gens par la médiation des gardiens, qui ressemblent à un parti quand même, les gardiens, parce qu'ils ont une vie particulière, mais c'est une vie austère, c'est comme un ordre monastique. Les gardiens, ce sont les gardiens de la République, au fond. Ce sont les gardiens de la République, absolument. Ils sont là pour que la République demeure, absolument. Et alors, ça, c'est ce qui fait que tout ça a été revendiqué comme méritant l'épithète communiste pendant tout le 19e siècle. Et de fait, c'est tout à fait injuste de dire que Platon était totalitaire, parce que il ne fait état ni à proprement parler d'une idéologie commune, ni du caractère dictatorial du pouvoir. C'est pas comme ça qu'il raisonne. Il raisonne en se demandant d'où peuvent sortir les nouveaux dirigeants. Mais je pense pas que le communisme à l'origine, l'idéologie communiste soit dictatoriale dans son origine, qu'elle ait été pervertie en totalitarisme, oui, mais est-ce que sous Marx, sous les grands penseurs du communisme, est-ce qu'il y avait cette idéologie totalitaire, ou est-ce que c'était, évidemment, il y avait des façons d'imposer l'égalité, d'imposer des valeurs comme ça, mais est-ce que c'était déterminé sous un système totalitaire, sous un système dictatorial? Il faut bien revenir au fait aussi que, à l'époque de Marx, la République était à un niveau de son évolution. La démocratie aussi, l'idée de démocratie, c'était pas encore à l'époque de la création de l'idée communiste. Et les nouveaux dirigeants doivent avoir des qualités qu'on peut définir. Après, le problème de savoir s'ils existent vraiment, si on va réellement avoir ce régime, etc., fait partie de la discussion finale de Platon. Est-ce qu'il y a encore une discussion qu'on a aujourd'hui sur le communisme? Dans quelle mesure n'est-ce pas qu'une c'est tout à fait normal qu'elle ait lieu, puisque le bilan des 2 premières étapes du communisme a été négatif finalement. Donc la discussion est ouverte absolument pour savoir ce que peut être sa 3e étape. Moi je pense qu'il y a des points d'appui possibles pour cette discussion, mais c'est une discussion absolument nécessaire, et elle se fait sur le fond, en réalité, pour l'instant, de la disparition complète de l'idée communiste dans le débat général. Oui, ça c'est... mais ça, c'est historique. Si on s'appuie sur Platon, si on cherche à voir qu'est-ce qu'on peut tirer de Platon sur ce point, il est absolument évident que ça revient à dire qu'une sorte d'éducation politique est devenue absente ou difficile, que du coup la politique est livrée soit à l'anarchie de la démocratie corrompue, soit finalement à la dictature des grands intérêts, voilà, disons-le comme ça en termes modernes, et que pour sortir de ça, il faut en effet que d'une manière ou d'une autre se réorganise un courant politique propre qui mériterait, à mon avis, le nom maudit de communisme. Rappelons, et ça va dans votre sens, Alain Badiou, que l'objet principal de la République de Platon dès les premières pages, c'est pas la politique, c'est la justice. Absolument. Et qu'au fond, c'est en proposant une réflexion sur ce qu'est l'essence même de la justice, en proposant ce qui est sans doute... pour la première fois dans l'histoire de la pensée, un concept de justice, qu'il en arrive à réfléchir au meilleur gouvernement possible pour atteindre cette idée de justice. Ah, absolument, mais d'ailleurs il a bien raison, en un certain sens. C'est, bien sûr, et c'est la base. De toute manière, c'est le problème que nous avons avec les démocraties et la République et les républiques actuelles, c'est l'injustice. Est-ce qu'un peuple accepterait une évolution telle qu'on la vit
les progrès entre guillemets qui sont proposés par les différents gouvernements depuis les années 80, est-ce que c'est ce que le peuple aimerait avoir? La régression de ses acquis sociaux, enfin bref, on voit bien qu'on va vers toujours plus d'injustice. Les écarts de salaire entre les ultra riches et les ultra pauvres, est-ce qu'un peuple voterait pour ça? Jamais de la vie. Est-ce qu'un peuple voterait pour prolonger le travail, la retraite, etc., plutôt que de trouver d'autres moyens pour réduire le temps de travail, etc. Est-ce qu'il ferait ça? Non. Donc, c'est bien le problème, c'est le problème de la justice, c'est clair. Et donc, une cité qui fonctionnerait à merveille, c'est une cité qui serait totalement juste. Une cité qui serait totalement juste, elle n'abuserait pas du peuple, elle ne creuserait pas des écarts insensés indécents entre les êtres humains, elle s'appuierait sur ce que dit Jean-Jacques Rousseau, que aucun homme ne devrait être assez riche pour pouvoir s'acheter un autre individu, etc. On a toutes les clés de ce que peut être la justice réellement. En certain sens, les mécanismes généraux de la gestion de l'État sont une chose. Le règne de la justice c'en est une autre. L'appropriation de l'un à l'autre, c'est ça la question politique de fond. Et quel est l'État, quelle est la forme et le contenu de l'État qui serait apte à créer et entretenir une situation de justice au sens de Platon. C'est ça qui doit animer la politique. Ce qui caractérise aujourd'hui la politique, c'est qu'elle est piteusement réduite à elle-même. Voilà, on peut dire ça. C'est-à-dire il faut pourvoir les postes, quoi. Après là, il y a quelques discussions sur ceci ou sur cela, mais elles sont secondaires. Et ça, c'est honteux. C'est une perversion totale. Je suis très frappé dans le texte de Platon quand il dit que finalement la tyrannie, c'est-à-dire le comble de la mauvaise politique, c'est en fin de compte le règne de l'instinct de mort. C'est le règne de l'instinct de mort. Et là, je dirais, il faut prendre l'instinct de mort au sens de l'instinct de mort de la politique, précisément. De la politique en tant qu'elle serait recherche de la justice collective. C'est pas que de la politique, oui, c'est l'instinct de mort de la politique, mais de l'humain aussi, parce que le monde est en dépression, dans un état de tyrannie. Dans la tyrannie, les êtres humains continuent à vivre, à faire, mais c'est un état de dépression absolue. C'est ce que devaient vivre les gens au Chili ou dans les tyrannies qu'on a vécu ou qui existent encore dans certains pays de latino, asiatiques ou africains. Il y a le principe de la tyrannie, c'est l'angoisse pour ceux qui n'aiment pas ça, quoi, c'est ce qui devait se vivre à l'époque de Mussolini, c'était l'angoisse, c'était la dépression, un état de dépression en somme. Et c'est curieux que l'oligarchie a mis en dépression, selon moi, la France est en dépression. Elle a été en dépression pendant les 3 premières décennies, 80, 90, 2000, 2010, quoi. Jusqu'aux Gilets jaunes, elle a été en dépression. Les Gilets jaunes, c'était une tentative de sortir de la dépression. Et c'est une réaction légitime pour un être humain qui est en dépression. Pour en sortir, il va falloir qu'il se révolte, qu'il change quelque chose qui l'a mis en dépression, qui le met en dépression, qui lutte contre ce qui le met en dépression. Et donc là, c'était ça. Et cette tentative de sortir de la dépression a été maltraitée, éborgnée, amputée, enfin, frappée, emprisonnée, etc. C'est une honte. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, les gouvernants. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient mis en dépression le peuple et que le peuple,
il avait que pour sa sauvegarde ça. C'est pas pour rien que dès le début des Gilets jaunes, il y a 65 ou 70% des gens qui étaient favorables à cette révolte. Et malheureusement, comme d'habitude, ils se sont la violence, en mettant la violence et en se laissant mettre la violence, parce que ça peut être les gouvernements aussi qui insinuent de la violence dans un truc pour discréditer un système. Et à partir du moment où il y a de la violence dans une démocratie, c'est tout de suite un mouvement, une révolte perd tout de suite, parce que ça peut pas fonctionner derrière la violence, quoi. Voilà, après, oui, il faudrait arriver à un truc qui renverse le système, mais on tombe après dans les affres de la révolution, c'est autre chose. Et ça peut pas fonctionner. Si on en est réduit finalement à l'alternative entre démocratie et tyrannie, si on est coincé en quelque sorte dans cette dualité-là, c'est-à-dire au fond, au sens de Platon, si les idées ont disparu et qu'elles sont remplacées par les intérêts, si les idées ont disparu et qu'elles sont remplacées par les intérêts, alors ce qui règne dans la société est l'équivalent de l'instinct de mort. Et je trouve juste qu'il déclare que l'horizon collectif du règne de l'individualisme, c'est-à-dire du déchaînement de la valeur de l'intérêt personnel, prépare la mort des sociétés. La question étant, celle qui reste, et qui sera peut-être l'objet d'une autre émission à la Badiou, c'est que faire de la liberté dans ce cas? Parce que c'est peut-être la liberté qui n'a plus la place. Absolument. Sa place. Et d'ailleurs, ça nous enseigne une chose très importante, que la liberté ne peut pas être le point de départ des choses. Elle doit en être le résultat. En tout cas, le tyran est seul au sommet. C'est Randy Newman qui le chante. Merci infiniment Alain Badiou d'être venu nous parler. Oui. La liberté, c'est un fondement, c'est ce qui, il faut la liberté. On peut pas, l'humanité recherche plutôt la liberté que l'égalité pour l'instant. Notre mental, il supporte un peu un manque d'égalité, mais pas de liberté. La liberté, c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour l'homme. Sinon, justement, on est en dépression. Quand on est opprimé, quand on n'a pas la liberté de vivre, on ne peut que se mettre en état de dépression. Et ça, c'est ce qu'il faut combattre, évidemment. Voilà. Bon, on est arrivé au bout de la 7e vidéo sur 8. On va attaquer la dernière, le dernier épisode. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, et n'hésitez pas à participer si vous voulez, si vous pensez qu'il y a quelques petites choses intéressantes dans ce travail. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.